Bonsoir, bienvenue sur Dialogue avec. Nous sommes mardi 18 mars 2025. Je suis Témonie Patricia et je serai votre présentatrice de ce soir. Évidemment, j'aurai avec moi le Père Jean-Pierre. Père Jean-Pierre, bonsoir. Bonsoir Patricia, ça va? Bonsoir, ça va très bien, merci et vous? Et bon, si ça va, hein, ça marche. J'ai oublié de souhaiter en tout cas la bienvenue à tous nos téléspectateurs qui nous suivent un peu partout sur toutes les plateformes, YouTube, LinkedIn, évidemment sur Twitter X et Facebook. Donc ce soir, nous avons une invitée spéciale qui va nous parler de droits des femmes et nous allons donc discuter avec elle pendant quelques heures sur ce sujet-là. Bonsoir, elle s'appelle Madame Mireille, Maître Mireille, excusez-moi, elle est avocate, Maître Mireille Nsili. Bonsoir Maître Mireille. Bonjour, bonsoir Madame Patricia. Bonsoir Jean-Pierre, j'espère que vous allez bien. Bonsoir Maître, bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que, d'abord pour commencer, est-ce que ça vous dérange que je vous appelle Mireille? Parce que je pense que Maître Mireille, c'est pas faire un peu long. J'aime bien. D'accord. C'est parfait, alors on va dire Mireille. Ça va aller. Donc voilà, on va parler un petit peu de votre parcours et donc voilà, vous allez commencer par vous présenter. Mais normalement, ça, c'est le Père Jean-Pierre qui le fait. Donc, il va vous expliquer un petit peu comment la question vous sera formulée. D'accord. Voilà, bonsoir encore une fois, Maître Mireille. Et nous sommes, en tout cas, comme l'a dit Patricia, heureux de vous recevoir dans Dialogue avec. Nous sommes au mois de mars, c'est le mois de la femme, et nous sommes très heureux de consacrer beaucoup de nos émissions aux femmes. Et là, vous symbolisez aussi ce mois de mars. Et bienvenue. L'habitude que nous avons, hein, c'est de demander à nos invités de nous tracer un peu leur parcours de vie. Et c'est que nous allons aussi vous demander, parcours de votre vie, en commençant d'abord par les études. D'accord, je suis Mireille Nsili. Je suis juriste de formation, avocat de profession. J'ai fait mes études dans une ville de la République démocratique du Congo, précisément à Bukavu, où j'ai fait de ma maternelle jusqu'à l'université. Si je peux parler directement de l'université. Donc, avant peut-être, je vais... Peut-être l'école secondaire aussi, c'est important. J'ai fait le latin philo. J'ai décroché mon diplôme en 2010-2011, l'année 2010-2011. Je me suis inscrite à l'Université catholique de Bukavu où j'ai passé 5 bonnes années en droit et j'ai fini licenciée en droit économique et social en 2016, l'année 2015-2016. Voilà un peu le petit parcours. Et voilà, non, ce n'est pas un petit parcours, c'est peut-être plus que vous abrégez. Vous abrégez, ce n'est pas un petit parcours, hein, ce sont des années là. Ce n'est pas une année, 2 ou 3. Alors, c'est beaucoup d'années parce que 6 ans d'études secondaires et 5 ans d'études universitaires. Ah voilà, c'est comme ça que vous abrégez un peu. Alors, un peu pendant cette période-là, qu'est-ce qui vous a marqué, surtout l'école secondaire et l'université? Quels sont les points saillants un peu de cette formation? Déjà, au niveau de l'école secondaire, je me suis orientée vers le lettres. Non pas parce que je ne maîtrisais pas les mathématiques, mais parce que j'appréciais la rhétorique et j'appréciais l'art de parler et j'avais des ambitions dont je vais parler, dont je vais parler dans des prochaines étapes peut-être. Et j'ai fait le latin philo au lycée Wima chez des bonnes sœurs. On parle beaucoup de ces grands lycées à Bukavu. Je crois que je sais un peu où ça se trouve un peu en haut là-bas. Oui, c'est ça, c'est dans la commune de Kadutu. Voilà. Et voilà, donc qu'est-ce qui vous a marqué par exemple chez lycée Wima? Ce sont des religieuses qui sont là. Ce sont les religieuses et c'est une école qui donne une très bonne formation parce qu'il n'y a pas déjà de vagabondage, il n'y a pas de laisser aller. Quand les enfants rentrent à 7h20,
ils ne peuvent plus ressortir. Donc, c'est fermé et on attend jusqu'à ce que la sortie soit sonnée. Et également, ce qui était bien, c'est qu'il y avait l'étude obligatoire après école. C'est-à-dire que vous êtes obligé de rester à l'école au-delà de vos heures, en fait, normales. Vous êtes obligé de revoir, de réviser vos notes et préparer les interrogations ou bien les examens, ce qui aidait beaucoup d'enfants qui ne pouvaient pas avoir le temps, par exemple, à la maison, au lieu de vaquer aux occupations, au lieu que maman ou papa t'appellent pour aider, tu as quand même le temps de revoir tes notes et te préparer pour les éventuelles évaluations. Et voilà, c'est ce qui ça vous a en fait marqué, donné même l'esprit du travail quand vous êtes entré à l'université. Et vous arrivez à l'université, décrivez un peu, puisque bon, on parle de l'université catholique de Bukavu, l'ambiance au moins, comme ça on sait un peu de quelle ambiance vous avez. Je suis le fruit de l'université catholique de Bukavu est fière, très fière de l'être, parce que l'université catholique de Bukavu, c'est l'une des meilleures universités de la République démocratique du Congo. Et sa faculté de droit, si pas la meilleure, sans vouloir se vanter, et je pense qu'elle est dans le top 2, parce qu'il ne peut pas y avoir meilleur que ça. Alors Maître Mireille, en tout cas là, on comprend pourquoi vous avez dit auparavant que vous aimez la rhétorique. Hein. Ça c'est vrai déjà. Elle a l'art oratoire. On le sait un petit peu. Voilà. Alors, Mireille, Université catholique de Bukavu, vous avez étudié le droit. Moi, ce qui m'intéresse un petit peu, en tant que femme surtout, qu'est-ce qui vous a attiré vers le droit? En fait, j'ai toujours été attirée par le droit parce que l'environnement dans lequel j'ai vécu, là où j'ai grandi, était plein d'injustices. Je pensais en fait que par moi-même ou avec l'aide des collègues, c'est passé avec un bon coup de magie, ça pouvait changer. Mais malheureusement, ça n'a pas changé. On a essayé. L'école était la voie la plus sûre pour nous, pour y arriver, et on a essayé de faire de notre mieux. Donc, si j'ai fait le droit, c'était pour lutter contre l'injustice, pour essayer de donner les meilleurs de moi-même pour trouver un peu de solution au cas assez complexe d'injustice, de porter main forte. Merci, c'est une excellente ambition. En tout cas, c'est une excellente valeur d'avoir comme principe de vie, de lutter contre les injustices et de parler pour ceux qui ne sont pas capables de parler, d'apporter une voix pour tous ceux qui vivent des moments d'injustice. Et c'est vraiment, voilà, c'est très bien. Moi, je suis fière d'entendre une femme qui parle ainsi. Je vais alors donner la parole au Père Jean-Pierre qui va continuer avec nous la deuxième partie, en tout cas. Oui, en tout cas, ça m'a frappé un peu comme venait de dire Patricia, hein, et même comme Maître Mireille a dit, que les études, c'était un peu le résultat de ce que vous avez vécu dans des situations d'injustice. Je crois que là, il y a une bonne motivation pour les études que vous avez faites. Hein. C'est vraiment encourageant de voir comme ça, de vivre dans une société où on voit quelque chose qui ne va pas. On s'est dit, voilà, je vais me fixer pour défendre les gens contre les injustices. C'est motivant déjà, hein, ça nous frappe. Alors, voyons un peu maintenant, vous avez fini les études à l'université et qu'est-ce que vous avez fait pour d'abord devenir maître? Quand on parle de maître, ça signifie déjà que vous êtes dans l'ordre des avocats. Et alors, votre parcours professionnel, comment ça a commencé après l'université? Et vous avez fini en quelle année? En 2015-2016. Et voilà. Alors, maintenant, la vie professionnelle, hein, c'est parfois la plus compliquée. Et moi, j'ai commencé très tôt la vie professionnelle parce que
à ma sortie de la GE2, j'ai eu l'opportunité de pouvoir intégrer un club d'enquêteurs pour le PNUD. Et nous étions déployés dans de villes et territoires du site Kivu pour pouvoir collecter des données concernant le viol et violences sexuelles. Et à partir de là, j'ai encore renforcé mon ambition de lutter contre les injustices et les violences faites aux femmes. Je le dis pourquoi? Parce que, par exemple, moi, j'ai sillonné, disons, tous les territoires du site Kivu, hein, commençant par la ville la ville de Bukavu, aller à Mwenga, aller à Kamituga, aller dans Kabare, Walungu, Idjwi et autres, Calais. Et on collectait des données pour cette organisation internationale qui traçait exactement ce qui s'est passé. Commencer par la plainte, lorsque la personne vient porter plainte devant les institutions juridiques ou judiciaires. Lorsque on portait plainte, quels étaient les tenants et les aboutissants de cette démarche? Et malheureusement, nous avons rencontré que plusieurs plaintes, même lorsqu'il y avait de preuves, même lorsque le viol ou bien l'infraction était vraiment consommée, les plaintes étaient classées sans suite, soit parce que la partie adverse a fait ce qu'on appelle dans le jargon des avocats à diligenter, c'est-à-dire est parti voir jouer les dessous des cartes pour dire voilà, la personne qui accuse est majeure, tout ça, soit parce que la famille n'a pas voulu qu'il y ait plus de problèmes, soit parce que c'est la coutume. Et les situations passaient sans suite comme ça. Et il y avait aussi deux cas où il y avait quand même des condamnations, même si les personnes ne vont pas purger 100% de leur peine, mais quand même, il y avait de condamnations. Ça, c'était ma première, vraiment la première expérience. Expérience, ben là, vous le faisiez comme étudiante. Je le faisais comme étudiante, mais j'avais le casquette, en fait, j'avais casquette d'une consultante. Ok. Ouais. Donc, ça, je le fais durant toutes mes études parce que j'étudiais et je le faisais aussi. Parce qu'on donnait de bons rendements et du coup, on nous a laissé dans ces monitorings judiciaires. Et finalement, en licence 2, j'ai eu l'opportunité de travailler avec une ONG, Bridge to Justice, International Bridge to Justice, qui se veut être le pont vers la justice, là où je continuais en tant que chargée des campagnes de sensibilisation. Et là, j'ai vraiment aimé parce que c'était un travail de terrain. On allait sur terrain rencontrer les personnes hein, avec ou sans difficulté, où on leur parlait de leurs droits. Le droit à se défendre, si tu es accusé, qu'est-ce que tu dois dire, on doit t'élire tes droits, tu dois demander à appeler quelqu'un, tu dois demander à un avocat prodéo parce que tu es peut-être indulgent. Voilà, tout ça, ce sont des choses que l'on faisait sur terrain. On sensibilisait aux droits et aux devoirs également, parce que qui dit droit dit aussi devoir. Voilà, et on sensibilisait sur le marché, on sensibilisait dans les écoles, on sensibilisait aussi sur des parkings hein, de voitures sans voilà, regarder le rang social ou autre. Et voilà. Peut-être une question là, puisque c'est la vie professionnelle pendant les études. Comment est-ce que vous trouviez l'équilibre entre les deux? En tout cas, comme ça, c'était déjà dans
c'était déjà en moi, c'était des domaines de prédilection pour moi. J'avais toujours le temps pour mes études. Par exemple, comme si je dois revenir au monitoring, les monitorings n'avaient pas lieu pendant les examens, pendant les épreuves. Ils avaient lieu pendant le cours magistraux. Donc, je pouvais ne pas être au cours. J'ai bien sûr demandé la permission parce que l'université était collaborative dans cette démarche-là. Demander la permission, informer les enseignants que je ne serai pas au cours pour que lorsqu'on fait passer la liste d'émargement, si je ne suis pas là, que je ne sois pas pénalisée. Et cela faisait en fait que je prenais 2 cours, il y a 2 syllabus, je reviens, que l'université catholique est la meilleure université parce que nous, on ne payait pas les syllabus, tout était compris dans le frais. Et du coup, lorsque le professeur il te donne le syllabus, tu lis, tu comprends. Lorsqu'il y a de lacunes, je ne pouvais pas hésiter de demander à mes camarades ou bien aller vers le professeur pour que celui-ci puisse un peu pouvoir m'aider ou pour qu'il puisse un peu éclairer ma lanterne. Excellent, excellent. Voilà, alors, passons maintenant à la vie active quand les études sont finies. Qu'est-ce que vous avez fait maintenant? Oui, c'est ce que je disais là tantôt. Je travaillais pour International Bridge to Justice. À la fin, vous avez continué j'ai continué directement et c'est dans le même élan en fait que j'ai eu le courage de pouvoir voilà, faire mon souhait d'intégrer le barreau. Je me suis inscrite, j'ai rempli les conditions, j'ai passé l'examen de barreau et j'ai réussi avec succès. J'ai commencé parce que, voilà, en République démocratique du Congo, lorsque vous prêtez serment, vous avez 2 ans de stage, mais vous êtes entièrement avocate. Là c'était en quelle année 2017. déjà quand vous avez C'était en commencé 2017. Pardon? En 2017. 2017. Oui. Il y a presque déjà 8 ans. Bon, peut-être là vous retenez un peu. Parlez-nous maintenant de cette expérience d'avocate. Quelle merveilleuse expérience. Quelle merveilleuse expérience pour une femme, pour une fille que j'étais à l'époque. Et c'est avec tout honneur que je portais ma robe et je me sentais vraiment la reine dans cette robe-là. Pourquoi je le dis? Parce que on le sait tous, hein, nous ne sommes pas sans ignorer en fait que accéder à cette profession n'est pas donné. Non seulement parce qu'il faut faire de longues études, mais il faut aussi réussir au test et s'intégrer aussi dans la vie professionnelle. Bien sûr, ça n'a pas été facile. Je ne peux pas dire que c'était facile parce que c'était la première année, par exemple, de la prestation de serment, vous êtes vraiment un avocat ou une avocate prodéo, c'est-à-dire vous faites des causes, vous plaidez des causes gratuitement. C'est pour vous forger. C'est une très bonne chose. Là c'est comme stagiaire. Exactement. Ça s'appelle les années de stage. Parce que vous avez 2 ans. On ne vous paye pas. Non, on ne vous paye pas, mais vous pouvez avoir des dossiers qui vont rapporter de l'argent. Vous pouvez avoir des dossiers qui vont rapporter de l'argent, que vous gagnez ou pas, parce que l'avocat n'a pas d'obligation de résultat. Hein. Nous sommes là pour faire de notre mieux sans pouvoir attendre un résultat positif. Et c'est ce qui est bien dans l'avocature. Alors une curiosité un peu, maître. Quelles sont les affaires, les procès que vous avez défendus, par exemple? Je suis liée déjà par le secret professionnel, mais je vais vous donner
Non, 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 dans le sens que, pas nous dire, puisque, bon, disons, les jugements ou Oui. la défense, ça fait quand même, c'est Bien public, bien non? sûr, bien sûr. Ne pas dire ce qui est privé, mais au moins dire, voilà, j'ai défendu un cas de vol. Bien sûr, moi, j'ai défendu un cas d'une personne qui était, par exemple, à la prison centrale parce qu'elle avait volé, parce qu'elle aurait volé des paires de chaussures. Oui, mais vous comprenez, en fait, je ne sais pas comment je peux expliquer cela, mais c'était d'une cruauté sans précédent. Quelqu'un qui aurait volé des chaussures devant la porte d'un certain général, et comme il est militaire, il attrape quelqu'un sans passer par le cachot, il vient, il les dépose à la prison centrale, et la personne est là, sans jugement, sans avoir été entendue par le ministère public ou par un juge. Et 2 ans après, je tombe sur lui dans le cadre de 2 enquêtes. Il a passé 2 bonnes années dans pour une paire de chaussures ou quoi, et rester 2 ans et malheureusement, ce n'était pas cette personne. C'est quelqu'un d'autre qui avait fui avec les chaussures. Et comme ils étaient à 2, ils ne pouvaient pas dire, voilà, c'est juste un compagnon, je ne connais pas vraiment chez lui, mais voilà, il a été pris pour coupable. Malheureusement, c'était une victime. Et comme nous le savons, dans notre pays, il n'existe pas de fonds pour indemnisation de victimes de cas pareils. Ça s'est soldé par un acquittement parce que nous sommes passés par la chambre des conseils et la personne a été libérée. Voilà. Mais malheureusement, c'est comme ça. Ça, c'est un exemple. Alors, merci maître. Bon, j'aurais eu des questions à poser un peu pour savoir encore d'autres cas, puisque par exemple, ça c'est un cas spécifique. Hein, ça sort un peu de l'ordinaire, être en prison 2 ans pour une paire de chaussures. Il n'y a pas vraiment d'équivalence. Bon, je laisse la parole à Patricia aussi. Merci. Bon, maître Mireille, après ça, qu'est-ce que vous avez fait? Là, je vois sur votre description que vous êtes à Lyon, en France. Je connais bien Lyon parce que j'ai été aussi à l'université à Lyon. J'ai vécu quelques années, pas à Lyon, mais à Vienne. Donc, si vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous faites là-bas, toujours dans le cadre de votre travail. Donc voilà, comme j'étais avocate, je travaillais déjà. J'ai eu l'opportunité de pouvoir parfaire mes études, toujours dans le droit de l'homme, parce que je suis vraiment une amoureuse de droit de l'homme. Et je ne cesserai de revenir sur le fait que moi, en fait, et l'injustice, nous faisons 2 chemins vraiment distincts. Et j'ai eu l'opportunité de venir parfaire mes études en France. Et pour la première année, je suis allée à l'Université catholique de Lyon, où j'ai fait un DU, un diplôme universitaire concernant la gestion de conflits. Je viens d'un pays à conflit et il fallait que j'aie de la méthodologie et les outils nécessaires pour pouvoir régler des conflits et faire de la médiation au cas où cela s'est présenté à moi comme opportunité. Après, je fais mon master à l'université de Lumière Lyon 2 en droit de l'homme. Et quand je finis, voilà, c'était en 2022. Voilà. Merci. Père Jean-Pierre, allez-y, c'est à vous. Vous avez une question? Oui. On voit que peut-être que Maître Mireille va parler un peu plus là, puisque en fait, quand on parlait des parcours de formation, d'études, elle avait éludé un peu cette formation de Lyon qui est aussi importante. Et donc, bon, peut-être puisqu'elle est déjà habituée à
à mélanger les études et le travail. Voilà, c'est quand même intéressant, hein, la question de Patricia, pour voir que ce n'était pas fini seulement à l'université catholique de Bukavu. Et vous avez cherché encore une autre université catholique, mais cette fois à Lyon, en France. Alors, pendant ce temps, vous avez peut-être continué à travailler, je ne sais pas, à distance. Mais alors, ma question maintenant, je crois que maintenant, vous occupez aussi, vous occupez le poste de la chargée d'accompagnement des réfugiés. C'est toujours des cas, des personnes qui sont dans le besoin au sein d'une association. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ça, en quoi consiste ce travail-là? Oui, dans le sens de pouvoir aider mon prochain et de lutter contre les injustices, je me suis toujours orientée vers les droits humains. Et c'est dans ce sens-là, en fait, que j'ai postulé pour un poste de chargé d'accompagnement pour pouvoir aider les personnes en grande précarité et de personnes qui viennent d'ailleurs, qui cherchent refuge, qui demandent l'asile pour multiples raisons. Il peut s'agir de gens qui fuient leur pays parce qu'ils sont persécutés par le pouvoir en place. Il peut s'agir de personnes qui fuient leur pays parce qu'il y a de la misère, même s'ils ne vont pas avoir des solutions parce que la misère, elle est partout. Il y a des gens qui ont fui leur pays et qui continuent à fuir leur pays parce qu'il y a en fait des violations graves des droits humains et veulent trouver refuge en France. Et cette association-là, le Forum Réfugiés, accueille les gens, pas de son propre gré, mais elle travaille avec le gouvernement. D'accord. Voilà, elle travaille avec le gouvernement et ils gagnent de marché pour pouvoir aider les personnes qui viennent demander de l'asile en France. Si je peux parler en 2 mots, bien, voilà, en long et à large, comme vous voulez, j'ai tout mon temps de mon travail. Et nous, moi, par exemple, j'aide les personnes primo-arrivantes dès leur arrivée en France jusqu'à leur obtention ou bien refus de protection. C'est-à-dire, je commence par, je les aide, c'est pas moi qui fais à leur place, je les aide à la rédaction de leur récit des demandes d'asile, je les accompagne aux entretiens. Aux entretiens lorsqu'ils sont convoqués par l'OFPRA, donc l'Office français pour la protection de réfugiés et des apatrides. De là, il y a soit une réponse positive, soit une réponse négative. Et à partir d'une réponse positive, je continue encore à les accompagner dans l'intégration, tout ce qui est recherche de formation, apprentissage de la langue française, recherche de métier ou d'emploi. Ça, je le fais. Maître Mireille, j'imagine que lorsque vous recevez des gens comme ça, des personnes qui viennent d'autres pays, il y a peu de demandeurs d'asile qui parlent le français couramment, n'est-ce pas? Ah ouais, ça c'est compliqué, mais l'association a trouvé une façon de faire. Soit il y a des interprètes sur place, soit nous recourons aux interprètes par téléphone. D'accord. Parce qu'il y a des gens qui viennent de l'Afghanistan, qui parlent ourdou, qui parlent voilà telle autre langue, qui viennent du Congo, mais qui parlent que Lingala, que Swahili, que Kinande et autres. D'accord. Ils peuvent parler plusieurs langues, hein. Ils peuvent venir, en tout cas, de 4 coins du monde. Et nous essayons, tant mieux que mal, de trouver des solutions pour pouvoir discuter et trouver le commun accord. Les accompagner. Merci. Merci beaucoup, maître. Est-ce que dans votre travail, maître Mireille, vous pensez que
parce qu'on va revenir un petit peu dans l'égalité des droits. Est-ce que vous pensez que l'égalité des droits entre les hommes et les femmes a suffisamment progressé de manière générale dans le monde? Avant peut-être de répondre à cette question-là, je vais finir de retracer un peu le fait qu'être chargée d'accompagnement m'a ouvert les yeux sur le nombre de violences faites aux femmes. Parce que la grande partie de personnes que j'accompagne sont de femmes qui ont fui de viols et violences sexuelles ou bien de violences basées sur le genre. Et la grande partie sont de femmes dans le sens où aujourd'hui, il y a aussi les femmes qui empruntent le chemin, les routes tumultueuses pour pouvoir atteindre l'Europe et pouvoir vivre un peu leur rêve européen. Oui, oui. Donc, pour répondre à votre question concernant l'évolution des droits de femmes, je pense qu'on est encore trop loin. Ok. On est trop loin, non seulement dans le monde, mais partout. Il y a, je ne crache pas sur les évolutions, non. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas d'évolution. Il y a des évolutions partout dans le monde, mais c'est encore minime par rapport aux attentes. Ok, merci. Merci. On va revenir dessus un petit peu après. Père Jean-Pierre, vous avez une question? Oui, un peu. Si, je suis un peu. Bon, sa réponse déjà annule ou annule même ma question que je préparais. Si elle dit déjà que, disons, que l'égalité des droits entre hommes et femmes à travers le monde, nous sommes encore loin. Et c'est inutile puisque ma question c'était de savoir si cette égalité a évolué en République démocratique du Congo. Mais moi, je peux plutôt me poser la question si on va vraiment vers une égalité réelle, surtout en droit. Surtout en droit. Vous voulez que nous on puisse répondre? On est en train de débattre, hein? On est en train de débattre, mais moi, je donnais déjà mon point de vue. Je sais qu'il y a des évolutions. Il y a de l'évolution. Mais on est encore loin. On est vraiment loin. On est loin. C'est louable ce qui s'est fait sur le terrain. D'accord. Vous pouvez nous donner un exemple? Par exemple, dans votre cadre de travail? Oui, dans le cadre de mon travail, on est largement loin. Je peux dire, parce que nous, on est 5 femmes et 3 hommes. D'accord. Ok. Alors là, c'est inversé. Oui. Et il y aura d'autres emplois. Il y aura d'autres emplois où il n'y aura que 2 femmes sur 50 hommes. Ok. Ça dépend. Ça dépend de métier, ça dépend des entreprises. D'accord. Moi, je suis là, je peux dire que je travaille dans tout ce qui est socio-juridique. Il y a beaucoup de femmes. Ok. Et aller voir dans la manutention et autres, tout ce qui est technique, mécanique, où il faut de la force physique, les femmes n'y vont pas. Pourtant, il y a des femmes qui ont une grande carrure et qui peuvent le faire. Mais là, est-ce qu'on refuse aux femmes? Non. On ne va pas aller sur ces terrains-là, mais je donne juste un exemple. Oui, on peut y aller, maître. On peut y aller. Vous avez dit que c'était un débat, même si c'était un dialogue aussi. Donc, on ne refuse pas aux femmes d'intégrer ces métiers-là, ces corps de métiers-là. Mais il y a un souci. Lorsque les femmes intègrent ces corps-là, il y a un œil machiste, sexiste, qui les empêche d'évoluer. Aujourd'hui, une femme électricienne qui vient sonner à votre... Voilà, vous commandez un électricien parce que votre ampoule ne fonctionne pas ou bien quelque chose ne fonctionne pas dans votre maison. Et l'agence vous envoie une femme, quelqu'un qui sonne à votre porte. Elle vous dit, ah, d'accord, vous êtes électricienne. Déjà, à partir de cette intonation-là, à partir de votre... je ne peux pas dire que c'est une stupéfaction, mais
votre façon de réagir, ça va la refroidir. Maître, là, vous avez raison, mais l'exemple choisi peut-être n'est pas adapté. Prenons, on doit transporter un culot. C'est un peu culturel aussi. Je crois que nous allons y revenir au cours de l'émission, l'aspect culturel. C'est quand on voit, par exemple, une femme porter quelque chose de plus lourd, il y a un homme à côté, même culturellement, on va dire, comment est-il possible que Mobali Azawana, j'ai dit un peu au Lingala, que l'homme est là, mais on laisse porter ça à la femme. C'est un peu culturel, ça, hein, certaines choses. Même si l'exemple que vous avez choisi, c'est plutôt, je crois que là, il n'y a pas une grande différence, mais il y a certains aspects où quelque chose que c'est l'homme qui doit faire, que quand ça pèse, ça comme ça, on peut comprendre. Qui peut faire. Je crois que c'est un peu de fair play, même qui peut faire. De l'élégance. Malheureusement, l'élégance ne peut pas faire nourrir des familles. Il y a 2 bouches qui doivent manger. Ce n'est pas question de l'élégance. Si elle peut transporter le Bon, Patricia, je te laisse la parole puisque le maître a commencé. Voilà, j'ai vu au Congo, il y a des femmes qui conduisent de gros camions et mais je manque de mots pour dire combien elles sont magnifiques, ces femmes. Combien elles sont louables, parce que c'est un travail longtemps laissé aux hommes, mais si on trouve de capacité à le faire, pourquoi ne pas y aller? Ouais, surtout que au niveau des lois, rien ne nous empêche de faire des métiers d'hommes, mais comme l'a dit justement Père Jean-Pierre, il y a certaines choses que les femmes ne peuvent pas faire, peut-être à cause de notre corpulence, porter des choses lourdes, conduire des gros camions. Moi, déjà, conduire ma petite voiture, là, j'ai des difficultés. Alors, le camion, il faut laisser ça aux hommes. Merci, Maître Mireille. C'était absolument pertinent. Alors, on va retourner un petit peu au Congo. Oui. Parce que, en tout cas, la majorité de nos téléspectateurs sont congolais. Bien qu'on a envie, vraiment, comme on parle en français, que tous les francophones nous regardent et nous écoutent. Et je voudrais rappeler par cette interpellation de vous abonner à notre chaîne YouTube Dialogue avec. Abonnez-vous massivement, c'est important, comme ça vous pouvez revoir les émissions et par la même occasion vous instruire. Donc Maître Mireille, les femmes en RDC, elles rencontrent beaucoup de défis, divers défis, notamment dans le domaine du travail et la gestion du foyer. Donc selon vous, les lois en vigueur protègent-elles suffisamment les femmes au Congo? Je pense que les lois sont lettres mortes actuellement au Congo. Ok. Pourquoi je le dis? Je vais m'expliquer. Parce qu'en fait, sur le papier, on nous dit que nous sommes égaux, femmes et hommes. C'est pas vrai. Dans le droit, les femmes font les mêmes études. Nous pouvons faire de concours. Mais il y aura un quota plus élevé pour les hommes et moins élevé pour les femmes. Qui a dit que la femme n'est pas aussi intelligente qu'un homme? Personne. Culturellement, on a toujours été rabaissé. Et ça, c'est depuis la nuit des temps. C'est depuis la nuit des temps. Ça commence à évoluer, mais les progrès, il est vraiment loin d'être atteint. Il y a deux femmes. Maître, je saute un peu là-dessus, hein, puisque oui, j'avais déjà fait allusion à ça, même oui. Patricia a dit qu'elle a déjà des difficultés pour sa petite voiture, alors un gros véhicule. Justement, vous me dévancez beaucoup hein, dans mes questions. Est-ce que vous ne trouvez pas justement, Maître, que certains obstacles culturels, en Afrique en général, culturels et sociaux, hein, peuvent freiner l'avancée justement des droits des femmes, spécialement en République démocratique du Congo. Et est-ce que vous pensez que cet obstacle particulier ou ces obstacles particuliers peuvent continuer pendant longtemps, persister comme ça, et que doivent faire les femmes pour un peu briser ou dépasser ces obstacles, puisque bon,
petit à petit, il y a quand même d'évolution. Quand on parle en Afrique, il y a quelques années, il n'y avait pas de femmes présidentes. On en a eu. Il y a des femmes premières ministres. En République démocratique du Congo, maintenant, vous allez dire que c'est toujours peu. Mais pour vous, disons, certains obstacles qui persistent encore, est-ce que vous pensez qu'on peut les surmonter? Et comment? C'est difficile de surmonter certaines choses. Les obstacles sont là et seront toujours là. Pourquoi? Parce que... Même culturel, comme j'ai dit, même culturel, ce n'est pas pour vous couper. Même je disais... Maître, quand je parle de culturel, j'ajoute quelque chose qui peut peut-être vous faire rire, vous deux, puisque je suis l'unique homme ici. Souvent, quand un homme est président, c'est facile de dire pour son épouse, maman présidente. Oui. Quand une femme, disons, est la femme d'un député, parfois on l'appelle maman députée. Mais parfois les hommes n'acceptent pas le contraire, vous savez. C'est culturel aussi. Ça. Bon, ça, qu'on appelle l'homme papa député puisque sa femme est députée. La femme, l'homme, c'est culturel. Et malheureusement, c'est ça ce qui fait en fait que plusieurs femmes n'évoluent pas. Parce qu'elles se cachent sous l'ombre de leur mari. Chez nous, on peut appeler quelqu'un maman maître. Parce que son mari est avocat. Ouais. Et pour elle, c'est une fierté. Elle a la Coupe du Monde. Elle s'en fout, elle ne va plus faire... elle ne va plus bosser, elle ne va plus donner de son mieux. Parce qu'elle est déjà maman maître. Maman procureur. Ce n'est pas elle qui est procureur. Hein. C'est son mari. Elle préfère vivre sous les éloges du monsieur. Pourtant, elle peut faire mieux si elle a étudié, bien sûr. Et malheureusement, au-delà de ça, il y a aussi de carrières de femmes qui n'évoluent pas. Pourquoi? Parce qu'elles se sont mariées. Oui, je le dis parce que je suis mère, je suis mariée, je le dis. Pas parce que ma carrière n'évolue pas. Heureusement, je suis épanouie, mais ce n'est pas le cas pour d'autres personnes. Oui. De nombreuses femmes, c'est vrai. De nombreuses femmes. Pourquoi dit-on aujourd'hui, pourquoi parle-t-on de l'allègement de temps? Et c'est un jargon qui n'existe que pour les femmes. Vous vous imaginez? Pourquoi parle-t-on de la conciliation de la vie professionnelle et de la vie de foyer, de la vie familiale? Cet aspect-là, en fait, n'est récurrent que chez les femmes. Et c'est la société qui nous impose cela. Moi, je suis maman. Je travaille. Mon mari travaille. Hein. Mais lorsque ma petite fille est à la crèche, elle a 38 de fièvre, c'est moi qu'on appelle. Pourtant, nos 2 numéros sont là-bas. Okay. On est d'accord. C'est moi qui arrête parce que je dois prendre la petite, je dois prendre soin d'elle. Là, maître, vous interpellez les hommes. Vous interpellez les hommes ou la société? La société est faite telle. C'est pour ça que je dis que c'est trop difficile de pouvoir arriver à une certaine égalité. Donc, moi, j'ai lancé déjà la question et moi, ma part de réponse est qu'on doit encore s'y mettre, on doit encore éduquer les hommes dans ce sens où aider la femme ne signifie pas seulement combattre avec elle pour ses droits, voilà, compatir avec elle dans les démarches de l'évolution de ses droits, mais c'est aussi mettre la main à la pâte que, voilà, si l'enfant est malade, insister que, voilà, vous pouvez aussi m'appeler, je peux aussi demander à mon responsable, ou si je suis le responsable, je peux fermer mon magasin ou bien laisser mes activités, venir m'occuper de l'enfant. Ce n'est pas des tâches féminines.
Maître, si c'était le débat, on allait vraiment beaucoup discuter, mais comme vous êtes notre invité, nous vous laissons plutôt parler, puisque ce que vous êtes en train de dire là, c'est comme si c'était les hommes qui le faisaient. Hein. Parfois, ce sont les femmes aussi qui le font. Hein. Donc, au lieu d'appeler l'homme, ils appellent la maman. Parfois, ce sont des femmes. C'est ce que je dis. Moi, je reviens toujours à la source, je le dis et je le répéterai toujours. C'est une mentalité ancrée dans notre ADN, dans l'essence même de la personne humaine, qu'il faut prendre beaucoup de temps, encore beaucoup de temps, pour pouvoir aider le genre masculin à accepter cela. Parce que moi, je parle, là, je suis enfant. Là où on dit, par exemple, le droit de femmes sont largement évolués, voilà. Mais là, je vous donne l'exemple. Les gens qui travaillent à la crèche, les crèches sont, voilà, 99% féminines. Hein. Oui, oui. Le personnel, c'est de femmes. Et c'est elles qui appellent les autres femmes. Laisse ton travail, ta petite fille est malade. Laisse ton travail, ton petit garçon est malade. Mais c'est vraiment naturel, c'est instinctivement qu'elles les font. Ouais. Je ne jette pas la pierre, mais je dis que c'est quelque chose de culturel et de commun partout. Et malheureusement, ça doit prendre beaucoup de temps pour que cela puisse sortir de nos mentalités respectives. Voilà, maître, on va avancer. Je laisse la parole à Patricia. Merci, Père Jean-Pierre. Alors, on va toujours rester dans le contexte congolais. Maître Mireille, il y a beaucoup, certaines études et recherches montrent que les femmes dans le monde et particulièrement aussi dans la culture congolaise gèrent mieux les finances familiales que les hommes. À quoi pensez-vous que cela est dû? Je pense que déjà c'est au niveau éducationnel. Hein. Ah, okay. Les femmes se transmettent de mère en fille culturellement et ce partout les valeurs. C'est des valeurs en fait qui sont peut-être innées parce que la femme, même lorsqu'elle n'a pas étudié, elle te calcule les choses d'une manière extraordinaire. Tu remets à une dame du Zando $20, elle te dit directement ce qu'elle va faire. Voilà, 5 sera pour l'enfant qui doit aller à l'école, 5 je vais changer, je vais prendre de francs et j'achèterai ci et ça pour toute une semaine. Et pourtant, elle n'est pas allée à l'école. Avec la gestion de l'argent, va parallèlement avec l'épanouissement du foyer. Parce que quand on voit argent dans la famille, dans un foyer, la femme voit directement une certaine stabilité et ambitionne une certaine évolution. On ne préfère pas tout finir, vivre l'instant T, mais nous pensons directement au futur. Voilà. Moi, je trouve, c'est comme ça que je fonctionne. C'est ce que j'ai vu dans ma famille et dans mon cercle assez réduit, les femmes autour de moi. On a cette notion du lendemain. Bah, je n'ai pas dit que les hommes n'en avaient pas, mais chez les femmes, cela est plus développé. Oui, ouais. Si je peux ajouter quelque chose à votre réponse très pertinente, je pense que parfois aussi c'est une question de survie, hein, parce que quand on est dans des situations un peu précaires, il faut savoir faire exactement les calculs et ne pas dépasser les montants, parce que sinon, pour survie, il faut avoir assez d'argent pour nourrir la famille, pour nourrir les enfants 2 fois par jour, etc. Donc c'est vraiment une responsabilité que les femmes prennent très au sérieux, d'après mon expérience aussi, et ce que j'ai vu autour de moi, de l'entourage, et plus largement aussi dans la culture congolaise, parce que quand on voit même les femmes qui travaillent, comme vous avez dit tout à l'heure, au marché, les mamazando, les femmes qui sont dans l'agriculture, les femmes qui sont dans les commerces, ici et là, les couturières, etc.,
c'est vraiment des femmes qui bossent beaucoup et qui respectent l'importance de l'argent. Oui, parce que en fait, la marge budgétaire, comme tu disais tout à l'heure, en fait, pour la femme, c'est une question du lendemain, je reviens dessus, mais aussi de se protéger, de protéger sa progéniture. Oui. La femme ne pense pas à elle-même, bien sûr que les hommes non plus. Mais nous, femmes, nous pensons directement à comment est-ce que demain, nous allons gérer notre budget. Si malheur arrivait, parce qu'on est extrémiste deux fois, ou si quelque chose n'allait pas comme nous le voulions. Et c'est pour ça que lorsqu'on peut donner, lorsqu'on donne 20 $ de popote à une femme pour faire les courses peut-être de la journée, elle préfère acheter le repas pour 2 ou 3 jours. Même si tu lui dis, voilà, demain encore, je te donne 20 $, demain encore, après-demain, je te donne, disons, 10 $, tu trouveras toujours de l'abondance parce que l'argent que tu lui as donné n'a pas fait uniquement le travail pour lequel il a été alloué. Absolument. Voilà. Merci, Maître Mireille. Père Jean-Pierre, vous avez une question? Oui, mais puisqu'on est dans le monde des finances, le monde de l'économie, de l'argent, justement, il peut y avoir des défis, puisque comme le maître est là, en train de défendre un peu la femme, bec et ongle, il y a des limites, justement, la femme qui doit toujours recevoir l'argent. Et comme vous travaillez aussi, maître, avec des personnes vulnérables, surtout les réfugiés, des histoires comme ça, et les femmes qui sont dans telle situation peuvent avoir beaucoup de défis, d'obstacles financiers. Ne pensez-vous pas, maître, que les programmes, par exemple, de microcrédit peuvent aider les femmes à surmonter les défis ou les obstacles financiers et ainsi chercher à investir plutôt dans des projets personnels et professionnels pour être plus dépendantes? Oui, exactement. Donc, indépendante plutôt. Exactement, c'est ce que je... En fait, à cet aspect-là, je peux aussi ajouter ce qu'on appelle souvent des tontines. Oui. Voilà, parce que les microcrédits organisés dans le sens où on doit rembourser avec intérêt, ce n'est pas la même chose que des tontines. Je trouve que c'est des mécanismes qui sont vraiment louables et qui font que la femme puisse arriver à son émancipation financière. Je l'ai dit pourquoi, c'est parce que en fait, si je prends le cas de microcrédit, c'est ce que je connais plus, ça s'appelait AVEC. Je ne sais pas si ça existe encore. C'est de microcrédit pour les femmes qui allaient prendre de l'argent et rembourser avec un un taux plus faible vraiment d'intérêt. On pouvait te donner 400 $ et après un mois, tu rendais 400 $ avec intérêt de 10 $ ou bien de 40 $. Cela permettait de créer une entreprise. Cela permettait aussi, parce que ça existe toujours, cela permet aux femmes de pouvoir créer un business, élaborer un plan voilà, d'agriculture, de petits commerces, etc. Et c'est des projets qui sont viables sur le long terme. Au-delà du fait que la femme est bien positionnée en matière économique et financière, la femme sera libre et à l'aise. Et elle sera aussi épanouie. Parce que qui dit argent dit un certain épanouissement. Voilà. Donc, lorsqu'il y a aussi des tontines qui vous permettent de garder votre argent à la banque parce qu'il y a de frais de retrait, de frais voilà, de frais de banque, c'est de l'argent, voilà, des apports importants qui peuvent permettre à la femme de
de mettre en place une idée, de l'exécuter. C'est lancé dans l'immobilier, c'est lancé dans l'import-export, mais il faut de l'argent. Et quand vous avez des gens honnêtes avec lesquels vous travaillez, qui vous permettent de toucher un montant assez colossal pour mettre à exécution votre projet, c'est quelque chose d'important et où on doit dire merci. Coup de chapeau. Merci, maître. Merci. Alors, je vais redonner la parole à Patricia après cette petite pause. Voilà, retour à notre studio pour continuer ce dialogue avec Maître Mireille. Je crois qu'on prononce bien le nom Mireille Nsili. Voilà, merci beaucoup, Maître. Avec N qui est. Et l'apostrophe. Voilà. Ça signifie quelque chose? Nsili. Ça signifie grâce. Ah oui, oui, puisque Sili en lingala, là, ça signifie autre chose, c'est tout. Voilà. Non, c'est pas ça, c'est Nsili. C'est pas la même chose, c'est Nsili, N''S-I-L-I. Waouh. N''. Merci beaucoup. Alors, la parole pour la suite à Patricia. Merci. Alors, Maître Mireille, on va rester un petit peu dans le contexte congolais. On observe en politique aujourd'hui une augmentation du nombre des femmes qui occupent des postes à haute responsabilité, tels que des ministres, des présidences de l'Assemblée nationale, qui a déjà été occupée par une femme. Selon vous, Maître Mireille, comment ces femmes peuvent-elles utiliser leur position pour influencer les politiques et les lois en faveur des femmes en RDC? Déjà, coup de chapeau pour la RDC. Hein. Depuis Madame Janine, aujourd'hui Madame Souminois et la ministre de la Défense. Donc, c'est quelque chose d'inédit. Vice-ministre de la Défense. Vice-ministre de la Défense. Peut-être je voudrais aussi corriger quelque chose. Hein. Oui. Même si j'ai été aussi longtemps en dehors du pays, je pense qu'il y avait quand même, je ne sais pas en quelle période, ou de transition ou quoi, une dame qui était présidente de, c'est pas, bien même de l'Assemblée nationale. J'ai oublié le nom, mais dans l'histoire du pays, on avait quand même déjà une femme qui était présidente, c'est quoi, c'est probablement le temps de Mobutu. Il y avait déjà une femme qui était quand même au perchoir. C'était la seule, hein, c'était la seule. Mais bon, aujourd'hui, il y a plus de... Aujourd'hui, il y en a plusieurs. Ouais, tant mieux alors, tant mieux à mettre, n'est-ce pas? Tant mieux. Ouais. Mieux. Et heureusement que c'est des têtes bien faites. Heureusement, c'est des personnes qui méritent leur place. Qu'est-ce qu'est l'enfant? Ça, c'est une autre question. Mais déjà mériter, elle mérite. Parce que quand quelqu'un a fait ses études et elle a prouvé qu'elle a eu le temps de mettre en place les techniques apprises à l'université ou à l'école, et une fois en fonction, c'est quelque chose de très bien, d'excellent. Aujourd'hui, nous avons une première ministre, ce qui n'avait pas encore été fait. Dans les temps où moi je connais, hein, donc, je suis de 93, mais voilà, je viens de voir les femmes dans ces responsabilités-là. C'est quelque chose qui me pousse à avoir encore des ambitions, qui me pousse encore à me dire ce n'est pas fini. Voilà. Merci. Et donc, si je peux dire en un mot quelque chose par rapport à ça, comment est-ce qu'elles peuvent influencer par rapport à leur façon d'être femme, voilà, à la rédaction de textes, voilà, à l'adoption de textes. En fait, vous savez, la femme a d'abord la fonction de médiatrice.
Déjà, la douceur féminine, c'est quelque chose de très important. Ça calme le cœur et ça apaise les esprits. Déjà, voir une femme présider quelque chose, non seulement elle sera challengée parce que les hommes voudront voir qu'est-ce qu'elle va faire, ce dont elle est capable de faire, et cela va faire en sorte que on lui prête toute l'attention. Et c'est là que les femmes réussissent. Parce que ça vient d'un challenge, ça vient d'un, voilà, je ne sais pas ce qu'elle va faire, hein, je doute fort, mais c'est de là que nous tirons notre force et nous arrivons à faire mieux que les hommes. Là où ils ont fait 10, on peut arriver à 80. Voilà. Maître, en tout cas, vous êtes féministe. Hein? Oui, c'est une fervente féministe, en tout cas. On le sent. Merci beaucoup. Oui, j'aimerais vraiment revenir sur ce que vous venez de dire par rapport aux femmes médiatrices et juste ajouter quelque chose. Je pense que c'est quelque chose d'inné aussi chez les femmes. On a cette capacité aussi à pouvoir, par exemple, dans les situations de conflit, à pouvoir apporter, tout justement avec ce que vous avez mentionné aussi, la douceur, la collaboration, Oui. La médiation et en fait la négociation. Ce sont aussi des choses que les femmes ont et qu'elles cachent en elles, mais qui devraient être utilisées de plus en plus dans les situations politiques, comme je viens de dire, c'est puisqu'on parlait des femmes qui occupent des postes politiques. Et elles devraient, moi, à mon avis, je pense que toutes ces femmes-ci qui occupent des postes politiques vraiment à haute responsabilité, elles devraient vraiment faire preuve de collaboration, en tout cas montrer au monde qu'elles peuvent faire preuve de collaboration, de médiation, etc. Comme nous a montré aussi brièvement, en tout cas brillamment, pardon, la ministre des Affaires étrangères. Je pense qu'il faut vraiment parler un petit peu d'elle. Elle a été très brillante pour défendre le Congo en tout cas sur l'échiquier politique et international. C'est une femme qui a été très brillante. On peut ne pas être d'accord avec la politique en général au Congo, mais ce qu'elle a démontré au monde dans les institutions internationales, c'est vraiment brillant et c'est très interpellateur pour nous toutes Congolaises. Oui, d'où l'idée que j'ai avancée, en fait, reprendre mes études dans la gestion de conflits et la médiation interculturalité. C'est quelque chose de très, très stratégique pour moi parce que lorsqu'une femme maîtrise le rouage de la gestion de conflits, de la médiation, facilement, elle peut occuper de postes à responsabilité. Absolument. Et c'est ce qui est louable chez nos représentants aujourd'hui, les représentantes féminines dans la politique congolaise. On se voit combien elles se battent bec et ongle pour pouvoir négocier, apporter, au-delà de leur douceur, des solutions techniques, des solutions qui vont avec la médiation pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait stabilité et leur collaboration est sans mots. C'est quelque chose de très, très bien et de louable. Et bravo encore. Merci, c'est très inspirant ce que vous dites. Alors, on va continuer sur cet élan-là et un petit peu parler de la crise sécuritaire. Je voulais avoir votre avis, Maître Mireille, sur aujourd'hui la crise sécuritaire au Congo, surtout à l'est du pays. Elle a aggravé, on l'a vu sur les vidéos et puis dans tout ce qu'on voit à la télévision et dans les journaux, la précarité des femmes avec les familles déplacées. Est-ce que vous ne trouvez pas que la guerre a un impact différent sur la femme que sur les hommes, Maître Mireille? Je ne me rappelle plus, c'est lui qui a dit encore maudit soit celui qui a créé la guerre.
Parce que de la guerre ne provient rien de bien. La guerre arrive pour détruire ce qui a été construit, pour anéantir les espoirs, pour mettre KO tout ce qui était debout et terrasser ce qui était penché. La guerre n'a rien de louable, n'a rien de bon. De la guerre, nous ne pouvons que trouver malheur et pleurer nos morts comme nous faisons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous savons, l'Est de la République démocratique du Congo, les deux grandes villes de l'Est, Bukavu et Goma, sont occupées par deux personnes qui s'appellent libérateurs. On a été libérés combien de fois au Congo? Plusieurs fois. Libération de 97, aujourd'hui encore libération. C'est complexe, c'est compliqué. Les sorts de gens est malheureusement malmenés et il n'y a pas d'issue. Actuellement, il n'y a pas d'issue. Parce que si on doit revenir sur les thèmes de la femme, la première victime de cette guerre, sont les femmes et les enfants. Les femmes et les enfants. Les enfants qui sont déportés dans les camps de concentration pour être formés en tant que militaires, nos jeunes à qui le gouvernement donne les armes, voilà, délibérément, les jeunes qu'on envoie, moi je le dis, qu'on envoie à l'abattoir parce qu'ils n'ont pas été formés, mais pour que ces gens-là aillent défendre la République, la nation, ce sont les enfants de mères qui, elles-mêmes, sont violées, violentées, ne peuvent plus subvenir aux besoins de leur famille. Parce que des gens qui ont des choses à négocier ne peuvent plus se mettre sur la même table. Malheureusement, c'est déplorable, c'est inquiétant. Dans l'allure où vont les choses, c'est très, très inquiétant parce que plusieurs femmes sont victimes des viols et violences sexuelles et sexistes. Parce que on voit des vidéos, hein, les femmes qui sont battues pour leur accoutrement. Voilà, aucun homme n'a été battu jusque-là. C'est sûr, ils sont tués. Des femmes sont tuées et battues, violées, violentées. Voilà, elles sont les premières victimes de cette guerre sans merci, injuste, et dont on ne sait même pas si un jour il y aura réparation. Je sais qu'il existe un fonds de réparation, le FONAREV, et qu'il existe. En passant, la DGA, Emmanuel Azandi, travaille vraiment pour les causes de femmes violées et pour l'égalité de femmes et des hommes. Mais je ne sais pas combien on allouera dans le futur pour qu'il y ait un petit accalmie d'aller dans les cœurs ou dans les esprits des personnes qui ont été affectées par la guerre. Moi-même, je suis touchée parce que ma famille est là-bas. Voilà, il y a eu des exactions graves, des choses dont je ne peux même pas citer les mots, sinon YouTube va tout fermer. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La guerre est créée par deux personnes. Elle ne peut être... voilà, elle ne peut finir que si ces personnes-là acceptent d'y mettre fin. Exact. Voilà. Par le dialogue. Par le dialogue. Moi, je suis partisane du dialogue. Aujourd'hui, il paraît qu'il y aurait eu des assises par rapport à cette situation, mais le côté adverse n'a pas voulu se prononcer sur la solution. La participation, oui. Ouais, sur la participation, parce qu'en fait, il y aurait eu de condamnation
que eux supposent être injustes. Et c'est dans tout ça qu'il y a la complexité de cette histoire. Aujourd'hui, on est en train de voir, comme c'est encore loin, c'est à 2000 km de Kinshasa, on pense que c'est une chose légère. Et c'est très, très grave ce qui se passe à l'Est. Aujourd'hui, les gens ne peuvent pas voyager pour y aller. Il n'y a pas d'aéroport. Si vous voulez aller à l'Est aujourd'hui, vous êtes obligé de passer par Kigali. Et l'argent là va où? Au Rwanda, même si nous n'avons pas de compagnie aérienne aujourd'hui, c'est lui qui profite de cette guerre-là. Et malheureusement, la personne que nous accusons être notre bourreau. Voilà, c'est compliqué, c'est dire une chose et faire son contraire. Kinshasa regarde, bien sûr, observe de loin, mais ce qui se passe est très, très dangereux pour l'humanité. C'est pour ça que parler du génocide à lui seul ne suffit pas. Encore, il faut mener des actions sur terrain et parler, continuer à combattre et à débattre pour que cela puisse être effectif. Parce qu'aujourd'hui, le génocide n'est pas reconnu. Ça se dit, mais il n'est pas reconnu. Oui, je pense, voilà. Je pense que c'est très compliqué. Maître Mireille, merci beaucoup. C'est pour ça que nous avons des femmes comme vous qui pouvez être nos porte-parole parce que vous avez la formation adéquate pour faire ce genre de choses. Donc, vous pouvez porter votre voix pour les femmes qui subissent ces situations d'insécurité et qui subissent des viols, des violences et dont les enfants sont particulièrement toujours recrutés pour aller à la guerre et se battre au nom du patriotisme congolais. Bon. Voilà, c'était une réponse très pertinente et sur laquelle on pourrait continuer d'échanger très longtemps. Je vais donner la parole au Père Jean-Pierre s'il a une question. Du Père Jean-Pierre? Oui, j'ai encore une question pour faire suite à la tienne, Patricia. Puisque Maître a plus d'expérience réelle du vécu de la situation de l'Est actuelle, comme elle a dit, et même si les autres peuvent avoir l'idée, et elle a parlé de 2000 km des gens qui sont à Kinshasa, mais elle-même, elle a vécu à l'Est. Oui. Née et grandie. Née et grandi, et donc elle connaît un peu la réalité. Il y a eu déjà plusieurs libérations, comme vous avez dit, quand on a reçu aussi Maître Toali et aussi Matumo, bienvenue. Ils ont parlé de la même situation qu'enfants, ils ont vécu encore des libérations, ils grandissent toujours la libération et on se demande mais jusqu'à quand on sera vraiment libéré. Alors, vous, avec l'expérience que vous vivez, et que vous avez vécue, que vivent encore d'autres membres de la famille, quand on parle, prenons la situation des femmes, quelles sont les mesures, selon vous, qu'on peut prendre pour essayer un peu, disons, une mesure qu'on peut mettre en place pour assurer, même si ce n'est pas facile, la protection et la prévention des violences, surtout sexuelles, envers les femmes, disons, à l'encontre des femmes, surtout dans des situations de conflits et de guerre? Oui, c'est quelque chose de trop difficile. Mais on peut y arriver s'il y a une éducation civique et morale sur le traitement d'êtres humains, déjà. Et au-delà de ça c'est en temps de paix comme en temps de guerre. Et actuellement, si je peux aller dans le sens où on est en temps de guerre, c'est vraiment aux chefs dont je n'appellerai pas rebelles, mais ils se disent libérateurs, de ces chefs libérateurs, de pouvoir éduquer leur personnel sur le droit des femmes. Bien sûr, les femmes ont toujours été victimes depuis la nuit des temps.
si je peux parler même de la Bible, lorsqu'on a retrouvé la femme adultère, on a parlé de la femme adultère. Elle a fait l'adultère toute seule, peut-être. L'homme avait fui. Mais aujourd'hui, les femmes sont trouvées ça et là, soit mises à mort, soit violées, juste pour une certaine preuve de domination sur cet être humain semblable à soi. C'est déplorable. Ce qui peut être fait en ces temps-ci, c'est de renforcer la protection et de pouvoir donner un espace de plainte de ces femmes-là par rapport à ce qui leur arrive. Aujourd'hui, nous sommes en temps de guerre, mais il n'existe aucun cachot, aucun commissariat, aucune institution judiciaire. Rien n'existe. Et ces gens-là ont dit, nous n'avons pas de prison. Voilà, si on te trouve en flagrant délit de telle ou telle autre infraction, on t'abat. Voilà, tu es mort, on te met à mort et c'est tout. Oui, mais après, il n'y a pas eu justice. Hein, lorsque on tue quelqu'un qui a violé, on commence déjà par le pardon, que la personne reconnaisse son tort et s'ensuit la sanction. Voilà, s'ensuit la sanction. Donc, si c'est possible, s'il y a des gens qui vont avoir le courage de pouvoir parler aux libérateurs, M23 et autres, c'est mieux que ces personnes-là puissent leur dire, voilà, créer des structures où les femmes peuvent venir librement sans craindre le représailles. J'insiste sur ce point-là. Sans craindre les représailles, qu'elles viennent porter plainte et qu'elles disent, voilà, j'étais à tel endroit, j'ai croisé tel, même si ça peut être un X, et je porte plainte parce que j'ai été violée, j'ai été violentée, tout ça. Ça, c'est déjà un point largement suffisant qui peut aider les femmes à être protégées. Ça peut aussi être des églises, qui est des endroits de refuge. On peut aussi créer des endroits comme de foyers, structures d'accueil de femmes qui, voilà, après viol, sont mises à la rue par leur conjoint ou bien abandonnées par leur famille, mais elles se retrouvent où? À la rue. Mettre en place des structures qui accueillent ces femmes, soit battues, soit violées, soit qui ont connu de violences, qui les protègent, qui les encadrent. Un autre point serait la prise en charge psychologique. Aujourd'hui, ça existe dans certaines structures, mais c'est quelque chose sur laquelle on doit vraiment marteler. Parce que tout commence là. Tout commence là. Parce qu'on dit, le cœur n'oublie pas ce que l'oreille a entendu. Lorsque l'oreille a entendu quelque chose, le cœur le garde. Et c'est ça qui crée des bombes à retardement. Demain, après-demain, il y a des femmes qui dysfonctionnent, qui sont suicidaires, qui tuent leurs enfants, qui jettent leurs enfants, qui peuvent tuer aussi, qui ne fonctionnent plus bien parce qu'elles n'ont pas été traitées. Et s'il y a une possibilité pour les gens qui sont, par exemple, à l'Est maintenant, des professionnels, bien sûr, ou bien qu'il y ait des centres d'écoute, ça serait très, très bien. Ça serait très bien si cela a été mis en place. Donc, voilà un peu ce que moi, je peux dire. Je vous laisse me compléter si vous avez d'autres idées, mais c'est des points assez éclairants que moi, je lance comme ça. Merci. Maître Mireille, merci beaucoup. Père Jean-Pierre, est-ce que vous avez un commentaire ou une question? Non, mais je crois que bon, quand on parle de ces choses, hein, Patricia, il y a en fait l'émotion, la compassion qui entre en jeu. Ouais. On perd un peu le fil d'idées pour des questions, puisque ce sont des situations réelles qui font très mal. Hein.
puisque ce ne sont pas des histoires d'aventure de Tétin Milou. C'est le vécu des gens. Quand on imagine un peu la souffrance de ces femmes, c'est énorme. Exact. Très mal au cœur, hein, maître. Très mal au cœur. Oui. Très mal au cœur. Mais ayant les mains liées, nous n'avons que la bouche pour parler. Voilà. C'est bien dit. C'est bien dit, maître. Merci. Alors, je te laisse la parole, Patricia. Ah, ok. Donc, on va continuer. Bientôt, notre échange avec Maître Mireille Nsili touche à sa fin. On a encore quelques minutes. Donc, on va poser nos petites questions de la fin pour détendre un peu l'atmosphère parce que nous venons de parler d'un sujet très important. Qui touche à la vie des femmes, aux droits des hommes, aux droits à l'humanité, au droit à la justice. Et je pense que Maître Mireille nous a vraiment éclairé là-dessus et je la remercie déjà d'avance. Donc avant de clôturer, on a nos petites questions qu'on pose comme ça à la fin de l'émission. D'habitude, je pose une question sur la citation, mais je ne vais pas poser la question sur la citation, mais je vais vous demander, Maître Mireille, si vous étiez un pays, vous seriez lequel ? Bien sûr, la République démocratique du Congo. Merci. Pourquoi? Dans le jargon congolais, d'où je viens, on dit Kibaya na Nikiamuntu. Je ne sais pas si vous avez compris. Moi, j'ai compris la moitié. Ouais, Kibaya, ça voudrait peut-être dire... non, je ne l'ai pas compris. Traduisez pour nous. Ça veut dire que lorsque quelque chose est mal, mais que cela vient de la famille, on accepte. On l'accepte. Ok. Je traduis sans dire littéralement ce que ça veut dire. Donc, mais c'est ça vraiment l'idée derrière ces pensées. Je serai la RDC parce que la RDC, c'est un beau pays, c'est un grand pays, c'est un continent en lui-même. La RDC, voilà. Ces majestueux pays aujourd'hui piétinés par de petits pays et de grands. Et tout ce que l'on peut rêver en termes de richesse humaine, en termes de richesse matérielle, climatique, il n'y a rien à dire. Pourquoi aussi la RDC? Parce que la RDC, c'est un chantier. On ne finira jamais de construire. Donc, de ces chantiers-là, ne peut émerger que de beaux bâtiments, des beaux bâtisses qui peuvent abriter toute l'humanité et montrer la splendeur, voilà, la splendeur de la créativité de l'homme et de Dieu lui-même. Donc, je ne sais pas comment je peux dire. C'est un pays tellement magnifique. Et voilà, oui. Malgré ce qui se passe, ça reste un pays très, très beau. Un beau pays qui mérite de meilleurs dirigeants, pour vous compléter. Des meilleurs dirigeants et des dirigeants qui acceptent de se former, qui acceptent de puiser de l'intelligence d'ailleurs, de l'extérieur, pour le ramener au bienfait de la population. Parce que nous, en fait, au Congo, et actuellement, ce qui nous tue, en fait, ce n'est pas que l'on ne connaît pas. L'on sait ce qui se passe, mais l'on ne veut pas le mettre en application. Pourquoi? On se bombe le torse, on pense que, voilà, dire que je suis suffit. Mais non, ça ne suffit pas. Tu peux savoir que A plus B égale autant, mais si l'autre sait que B plus C est la meilleure solution pour ta situation, accepte cette réponse-là à l'équation pour que, avec les deux façons de voir, il y ait un meilleur résultat. Et c'est ça qui nous manque. C'est ça qui nous manque. Nous ne prenons pas ailleurs ce qui est meilleur. Nous prenons tout ce qui n'est pas bien pour nous et notre planète.
Absolument. Voilà. Merci, Maître Mireille. J'ai une autre question. Si vous étiez une femme influente, vous seriez qui? Bon, je voulais dire Madame Merkel. Ah, ok. Ah, vous pouvez dire qui vous voulez, hein. On juge pas. Oui, bien sûr, parce que ça reste encore parmi les femmes les plus influentes du monde. Ok. Et c'est une tête bien faite. Oui. Avec un raisonnement fantastique, Mhm. qui a réglé autant de problèmes en Europe comme dans le monde ailleurs. Et c'est quelque chose que je ne peux qu'envier, que je ne peux que souhaiter pour mon futur, pour votre futur aussi, Patricia, et tant d'autres femmes. Merci, c'est gentil de penser à moi. Je donne la parole au Père Jean-Pierre. Voilà, Patricia, je vais laisser aussi, je vais t'imiter, hein, je vais laisser les questions habituelles, je vais revenir à mes anciennes amours. Okay. On dit, on va laisser Maître Mireille seule pour monologuer. Donc, on va reprendre ce que je faisais quand on avait encore le dialogue avec dans le space, où on parlait de miroir. Maître, c'est un exercice, c'est pas facile. Hein? Miroir, on va vous laisser seul sur l'écran et vous allez monologuer. Alors, ce monologue, c'est Maître Mireille qui parle à Maître Mireille pour parler tout d'abord de ses qualités. Donc, c'est comme vraiment vous êtes devant le miroir, vous êtes en train de parler à vous-même en troisième personne. D'abord, qualité, la première chose. Donc, qualité, vos qualités, les qualités de Maître Mireille, et puis les défauts de Maître Mireille, et puis les conseils que Maître Mireille donne à Maître Mireille. Alors, nous allons vous laisser seul. Comme ça, vous monologuez. Nous allons vous suivre à partir du room et puis nous allons revenir pour vous écouter. Donc, qualité, défaut, conseil, à vous-même. Alors, allons-y, maître. Mireille, tu es une femme magnifique. Tu as réussi à faire de grandes choses, finir tes études malgré le faible moyen de tes parents. Tu as été ambitieuse et tu y es arrivée. Bravo à toi. Tu n'as pas encore fini ta lutte. La lutte est encore longue. Donc, je te souhaite beaucoup de courage. Je te souhaite beaucoup de force. Je t'envoie toute l'énergie de cette planète et je te dis que tu peux y arriver. N'oublie pas de penser à ceux qui sont dans des besoins, ceux qui voudraient être repêchés. Tends toujours la main à ceux qui en ont besoin et ne reste jamais dans ton coin en te disant que tu ne pouvais pas ou tu ne peux pas faire quelque chose de meilleur. Parce que la joie, la vraie joie se trouve dans le don et non dans la réception. Mais aussi, Mireille, ce que je dois te dire, c'est que tu dois peut-être être plus vigilante, hein, parce que on ne sait pas de quoi le lendemain fait. Tu devrais t'appliquer, encore t'instruire, encore chercher à appréhender les horizons pour pouvoir être cette femme dont les ambitions les tarissent. Tu dois aussi essayer d'être ponctuelle au rendez-vous et aussi ne pas prendre la parole tout le temps. Laissez aussi les gens parler parce que là, il y a Patricia qui avait aussi des bonnes idées, mais tu n'as pas laissé à Patricia tout le temps de s'exprimer.
Et en termes de conseils que je peux te donner, Mireille, tu sais, l'avenir appartient aux vaillants. Même si tu es une vaillante aujourd'hui, sache que demain, ça reste un mystère. Donc, un conseil, ambitionne. Ambitionne, ambitionne, ambitionne encore plus. Parce que le stade où tu es n'est pas vraiment le tien. Donc, essaie de lutter encore pour le droit des femmes, le droit des plus démunis, pour tes rêves d'enfant et faire de ton mieux pour pouvoir arriver au stade où tu prends des grandes décisions qui impactent pas que ta petite famille, mais peut-être tout un quartier, toute une ville, tout un pays, pourquoi pas tout un continent, pourquoi pas le monde entier. Alors, ne te gêne pas, ne te lie pas le main. Vas-y, go on, vas-y, tu peux y arriver. Et voilà. Merci beaucoup. Hein. Comme c'est un monologue, nous, on ne pose pas de questions, n'est-ce pas, Patricia? N'est-ce pas? C'était magnifique. Merci beaucoup, Maître Mireille. Comme si elle avait préparé, alors qu'on a... Exactement. Waouh, c'était vraiment un excellent monologue. Elle s'est donné de très bons conseils que l'on peut appliquer à tout le monde, en fait. Hein. Et c'était vraiment bien. Merci beaucoup d'avoir accepté de vous prêter à ce jeu qui n'est pas évident puisque c'est la première fois. Merci, c'était très sympa. Alors, nous touchons à la fin. Est-ce que, Père Jean-Pierre, vous avez quelque chose à ajouter? Non, pour le moment, moi, je n'ai plus rien à ajouter. Hein. Donc, merci. Ça va comme ça. Merci beaucoup, Père Jean-Pierre, et merci de votre travail que vous faites pour nous assurer la technique. Ici, toute la partie technique, c'est vraiment un travail que les gens négligent de temps en temps. Et bravo. Oui, que on prend pas ça très au sérieux, mais ça demande beaucoup de travail et je vous remercie, Père Jean-Pierre, pour votre détermination. Alors, on va clôturer l'émission. Maître Mireille Nsili, est-ce que vous avez un dernier mot? 1 minute top chrono et puis je lance la clôture. En tout cas, tout ce que je peux dire, merci déjà pour l'invitation. Je vous remercie et continuez comme ça. Invitez d'autres personnes, qu'on puisse avoir plus de matière et qu'on ait des idées divergentes pour pouvoir réussir demain. Mes pensées vont pour le peuple meurtri actuellement à Goma, à Bukavu, dans tout le nord Kivu, les sud Kivu, les gens qui continuent à fuir et autres. Je suis vraiment de cœur avec vous. Je ne sais pas ce que je peux faire parce que je ne peux rien faire. J'ai les mains liées, je n'ai que la bouche pour parler. Et donc, aussi longtemps que j'aurai ma bouche pour parler, je parlerai de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Si quelque chose devra être fait, que cela soit fait. S'il n'y aura rien, on croise le doigt et tout ce qui est mauvais projet ne puisse aboutir. Je vous porte dans mon cœur. Vous êtes un peuple formidable. Je sais qu'un jour, on y arrivera. Merci, la RDC. Alors, c'était Maître Mireille Nsili. Maître Mireille, spécialiste des droits des femmes, des droits des hommes, qui est récemment à Lyon, où elle accompagne des réfugiés, des demandeurs d'asile dans leur processus de demande, ce qui est vraiment un travail qui porte beaucoup sur la justice, etc. Une femme très humble et intelligente que nous avons apprécié d'écouter pendant toute cette heure. Alors, merci beaucoup à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis à travers les réseaux sociaux, Twitter X, Facebook, LinkedIn et YouTube, évidemment. Demain soir ou demain après-midi, excusez-moi, vous pourrez retrouver Maître Mireille Nsili sur la rediffusion que nous partagerons sur nos pages du Père Jean-Pierre Bojoko et sur ma page à moi-même, Patricia Temuni. Nous
vous remercions de nous avoir suivis et nous vous souhaitons une très bonne soirée et à vendredi. Au revoir tout le monde. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.